Auteur d'une œuvre abondante et extraordinairement variée, comme en témoigne la liste de ses commentateurs, Marguerite Yourcenar demeure aujourd'hui surtout connue pour ses deux premiers romans historiques, soit Les Mémoires d'Adrien, paru en 1951, et L'œuvre noire, publiée en 1968. Le premier donne à voir une image globalement positive du IIe siècle après Jésus-Christ à travers les yeux de l'empereur Adrien. Dans le second ouvrage, qui fera l'objet de cette communication, Marguerite Yourcenar s'est inspirée de la vie de plusieurs personnages historiques du XVIe siècle, tels que Léonard de Vinci, André Vézal, Ambroise Paré et Paracels, pour créer le personnage historique fictif de Zénon. À la fois médecin, ingénieur, philosophe et alchimiste, Zénon s'est très tôt imposé comme une figure emblématique de la Renaissance. En dépit, ou peut-être en raison, de son statut fictif, lequel a permis à Yourcenar d'effectuer des rapprochements entre les diverses personnalités dont il constitue la synthèse, le protagoniste de l'œuvre noire donne l'occasion de saisir les structures mentales de la Renaissance telle qu'elle a été étudiée par Lara Apps, Andrew Goh, Brian Levac et autres historiens de la chasse aux sorcières. Promis à une carrière ecclésiastique en raison de sa naissance illégitime au sein d'une famille de riches marchands flamands, le jeune Zénon développe très tôt un intérêt pour la Kabbale qui l'incite à abandonner ses études pour acquérir des connaissances alchimiques au terme de longs voyages, au cours desquels il soigne des pestiférés en Allemagne, fait paraître des ouvrages interdits par la Sorbonne, devient l'astronome d'un prince suédois et conçoit des machines de guerre en Orient. De retour à Bruges, où il exerce quelque temps la profession de médecin dans un couvent sous le pseudonyme de Sébastien Théus, il finit par révéler sa véritable identité lorsqu'il se voit mêlé à un procès au terme duquel plusieurs moines sont exécutés pour s'être adonnés à des rituels illicites, mêlant des pratiques liturgiques hérétiques à des rencontres sexuelles, dans une secte composée d'anges qui n'est pas sans évoquer aussi bien l'imaginaire pictural du sabbat que le jardin des délices de Jérôme Bosch. Il sera par la suite, comme tant d'autres, condamné au bûcher. En dépit des compétences intellectuelles extraordinaires que lui prête Yourcenar, Zénon meurt sans avoir apposé, dans ce contexte romanesque, une empreinte déterminante sur son époque. Il se distingue en cela de l'empereur Adrien, dont le règne aurait donné lieu au siècle d'or de la Pax Romana. L'un comme l'autre n'en sont pas moins les dépositaires d'un ensemble de croyances, de représentations mentales et de productions intellectuelles qu'il serait possible de réactiver selon un courant en philosophie de l'histoire, issu d'un ouvrage de Robert George Collingwood paru en 1946, The Idea of History. Mireille Blanchet-Douspice et Evert van der Star ont souligné la proximité de la démarche d'écriture yourcenarienne avec l'historisme. Je cite, je pense que c'est la première citation, « La notion clé de Collingwood, écrit Van der Star, est celle d'un reenactment of the past, ou réaccomplissement de l'expérience du passé. Pour comprendre le passé d'une façon appropriée à son genre d'enquête, l'historien doit en revivre les expériences constitutives ou en repenser les pensées. » Yourcenar a effectivement souligné à de multiples reprises l'importance de se livrer à un dépaysement intellectuel pour parvenir à ce qu'elle estimait être une compréhension profonde de la réalité psychosociale des époques qui ont servi de toile de fond à ses ouvrages. Faute de quoi, dit-elle, le roman historique n'est qu'un bal costumé, réussi ou non. J'en viens ici au cœur de mon propos en notant que le réaccomplissement de l'expérience du passé qui s'opère à travers les œuvres de Marguerite Yourcenar ne repose pas uniquement sur l'ampleur de la documentation qui a servi à étoffer le contexte dans lequel s'articule la trame de ses ouvrages. Dès les Mémoires d'Adrien, la romancière conclut que pour réussir à s'exprimer comme ses personnages l'auraient fait, je cite, « L'une des meilleures manières de recréer la pensée d'un homme consiste à reconstituer sa bibliothèque, fin de la citation, afin de partager, ne serait-ce que pour un moment, ce qu'on pourrait appeler à la suite de Foucault l'épistémé de son époque. » Celui de l'empereur Adrien, ou plutôt devrais-je dire de l'Adrien de Marguerite Yourcenar, n'est guère difficile à cerner. Une citation de Flaubert insérée au tout début des carnets de notes des Mémoires d'Adrien permet en effet de saisir aisément l'imaginaire anthropocentriste qui se dégage de ces mémoires fictives. Je cite « Les dieux n'étant plus et le Christ n'étant pas encore, il y a eu de Cicéron à Marc Aurèle un moment unique où l'homme seul a été. » En revanche, la structure dialogique de l'œuvre noire, où Zénon n'est souvent qu'un personnage parmi d'autres, complexifie considérablement la tâche qui consisterait à identifier la composante centrale d'un imaginaire renaissant. Dans cette communication, je me propose d'aborder cet imaginaire à travers la chasse aux sorcières. Après avoir longtemps été perçu comme un épiphénomène de la Renaissance, lequel s'accordait mal avec la perception encore communément répandue selon laquelle le XVIe siècle correspondrait à l'aube de la modernité, je chercherai à démontrer que la sorcellerie est désormais perçue chez de nombreux historiens et littérateurs des 30 dernières années comme un élément essentiel à la compréhension des structures mentales de l'Europe renaissante.
J'aimerais tout d'abord commencer par remarquer que, compte tenu de la somme des commentaires qui ont été consacrés à l'œuvre noire, il est pour le moins étonnant que la critique ne se soit pas encore penchée sur le rôle spécifique que joue l'imaginaire de la sorcellerie dans la construction des structures psychosociales de l'Europe renaissante qui s'opèrent habilement à travers ce roman. Pourquoi la critique urseniarienne a-t-elle omis de lier la condamnation de Zénon, supposée avoir eu lieu en 1571, avec ce qu'on a appelé la chasse aux sorcières, alors que le dernier quart du XVIe siècle a marqué très clairement le début de l'intensification de ce phénomène? De nombreux facteurs contribuent à expliquer ce silence, au premier plan desquels se trouve sans doute le fait que le personnage principal de cette œuvre est un homme, ce qui semble l'exclure d'emblée du nombre des victimes de ce que l'historienne Anne Barstow, parmi d'autres, a qualifié de génocide dirigé contre les femmes. Il est en effet assez courant de retrouver l'interprétation voulant que la chasse aux sorcières ait constitué l'une des manifestations les plus violentes de la misogynie. Elle n'est certes pas sans fondement. L'opinion selon laquelle le diable serait tenté de corrompre davantage les esprits féminins en raison de leur faiblesse dite naturelle fut exprimée pour la première fois en 1486 par les inquisiteurs dominicains Institoris et Sprenger dans le Malleus Maleficarum ou le marteau des sorcières. Comme le souligne Robert Muchambled, l'originalité de ce manuel de démonologie, lequel devint tardivement une sorte de best-seller près d'un siècle après sa première parution, réside dans, je cite, l'agencement de connaissances théologiques traditionnelles jusque-là dispersées en vue de prouver la réelle culpabilité des femmes qui acceptaient de faire un pacte avec l'enfer et avec la mort. Cependant, comme le démontrent Lara Apps et Andrew Goh dans une étude consacrée à la réhabilitation de la figure du male witch ou l'homme sorcière, l'explication de Barstow, qui établit une corrélation étroite entre la sorcellerie et la misogynie, ne tient pas compte du fait que près d'un quart des victimes de sorcellerie, des procès de sorcellerie étaient de sexe masculin. Ce pourcentage pouvant s'élever jusqu'à 92% dans le cas de certaines régions telles que l'Islande. De telles données nous invitent donc à reconsidérer l'hypothèse selon laquelle les accusations de sorcellerie dirigées contre des hommes constitueraient des anomalies qui s'accorderaient à vrai dire assez mal avec l'imaginaire qui leur donna naissance. Il est certes tentant de supposer que la chasse aux sorcières s'est abattue principalement sur les éléments marginaux de communautés villageoises où de vieilles femmes superstitieuses auraient joué le rôle de bouc émissaire. Cela permet de circonscrire le phénomène dans des cercles isolés, en l'associant principalement à une classe sociale, la paysannerie, en plus d'attribuer aux accusateurs des motifs aisément identifiables. 8 ans après la parution du Roi et la sorcière de Robert Muchambled, les données que Madeleine Lazare choisit de retenir dans son analyse de la chasse aux sorcières abondent encore dans ce sens, si l'on songe à l'insistance avec laquelle elle établit un lien entre vieillesse et sorcellerie, en notant que, je cite, parmi les 164 sorciers et sorcières jugés devant le Parlement de Paris entre 1565 et 1640, la moyenne d'âge est de plus de 50 ans, tandis que 82% des accusés sont des femmes dans le nord de la France pendant cette même période. Au début de l'œuvre noire, l'on retrouve d'ailleurs une trace du topos de la sorcière paysanne lorsque le chanoine Bartholomé Campanus relate une aventure survenue en campagne lors du repas. C'est la prochaine citation. Les moissonneurs, ce jour-là, avaient trouvé une sorcière occupée à pisser malicieusement dans un champ afin de conjurer la pluie sur le blé à déjà demi pourri par d'insolites averses. Ils l'avaient jetée au feu sans autre forme de procès. On se gaussait de cette sibylle qui croyait commander à l'eau, mais n'avait pas su se garer des braises. Plusieurs historiens tentent désormais à relativiser les statistiques de ce type en faisant de la sorcière paysanne une composante parmi d'autres de l'imaginaire de la sorcellerie à l'époque renaissante. L'on pourrait citer de nouveau à ce titre l'exemple des travaux de Lara Apps et d'Andrew Goh, qui, tout en admettant volontiers que la sorcellerie était étroitement associée aux femmes, ne répertorient pas moins de nombreux cas d'accusés qui se sont avérés être des hommes exerçant une position d'influence au sein d'une élite urbaine. Le procès de Johannes Junius, bourgmestre de Bamberg, qui a vécu de 1573 à 1628, leur permet notamment de démontrer que la richesse, le statut social ou encore le fait d'exercer une fonction politique ne constituaient aucunement une garantie contre l'accusation de sorcellerie, ni même contre la torture qui lui a fait appliquer à de nombreuses reprises. Et à ceux qui seraient tentés d'y voir là une affaire isolée, Lara Apps et Andrew Goh répondent d'emblée que le sort de Junius est des guerres exceptionnelles, puisque, je cite, « beaucoup d'autres conseillers municipaux et 5 autres maires de Bamberg, de même que le chancelier de l'évêque, le docteur Jörg Adam Hahn et toute sa famille ont aussi été exécutés pour sorcellerie. »
Dans l'œuvre noire, il s'agit là d'un risque dont le prieur des Cordeliers a vivement conscience lorsqu'il admet à Zénon que des irrégularités au sein du couvent pourraient le compromettre en dépit de la position sociale enviable qu'il occupe. Et pourtant, cette œuvre romanesque se distingue sans doute le plus de la construction de l'imaginaire de la sorcellerie qui ressort des travaux de Lara Apps et d'Andrew Goh, de par la nette polarisation qu'elle opère entre les personnages appartenant au cercle de pouvoir d'une part, et d'autre part le groupe nettement plus vaste de figures menacées d'exécution sommaire en raison de leur insubordination réelle ou présumée. Tel est par exemple le cas de Thomas de Dixmude, condamné à être pendu pour avoir brisé les machines à tisser mécaniques des Ligres lorsqu'il s'était aperçu qu'il risquait de faire mettre à la porte une bonne partie des ouvriers de l'usine. Tel est, de manière plus significative encore, le cas de Knipperdolling et de tous les prophètes anabaptistes qui, après s'être proclamés les rois de Münster, ordonnèrent des supplices auxquels ils succombèrent à leur tour aussitôt que les troupes de Luther et du pape leur restituèrent le statut de pauvres diables en reprenant la ville. Ainsi, l'œuvre nous apprend-elle que les châtiments varient en fonction de la condition sociale des accusés, si bien que les membres de la société les plus privilégiés semblent pouvoir agir en toute impunité. Citation suivante. Il allait de soi qu'on put brûler pour avoir aimé Gerhardt, tout comme on pouvait griller pour lire la Bible en langue vulgaire. Ces lois, inopérantes par la nature même de ce qu'elles prétendaient punir, ne touchaient ni aux riches ni aux grands de ce monde. Le nonce à Innsbruck s'était vanté de vers obscènes qui eussent fait rôtir un pauvre moine. On n'avait jamais vu un seigneur jeté aux flammes pour avoir séduit son page. Cependant, pour en revenir aux arguments de Lara Apps et d'Andrew Goh, la machine judiciaire de l'époque, XVIe siècle, n'était vraisemblablement pas le produit d'une conscience de classe qui tenait à conserver ses privilèges, comme en témoignent de manière éclatante les procès de Johannes Junius et des autres maires de Bamberg. Dans le roman de Marguerite Yourcenar, cette idée s'exprime le plus nettement à travers de nombreux passages où il résulte que les représentations imaginaires des élites ne semblent guère différer fondamentalement de celles du peuple, du moins en ce qui concerne les principales composantes de ce que Robert Muchamblet appelle la peur du diable. Bien que l'on retrouve relativement peu de références dans l'œuvre noire à ces éléments les plus populaires, tels que le pacte avec le diable, le sabbat, le vol ou la métamorphose, j'ai relevé au moins un exemple où l'opinion publique impute à Zénon d'avoir participé à un rituel de magie noire qui rejoint la théorie d'une conspiration juive, à propos de laquelle Gary White soutient qu'elle aurait participé de manière importante à l'élaboration d'un imaginaire de la sorcellerie. Je cite « On savait vaguement que Zénon s'intéressait à des spéculations sur la physiologie et l'anatomie, et l'histoire de l'enfant assassiné, qui n'était pour les grossiers ou les crédules qu'une instance de magie ou de noire débauche, devenait sur les lèvres des plus doctes celle d'une opération ayant pourvu de transvaser du sang frais dans les veines de riches hébreux malades. » En outre, j'ai déjà eu l'occasion de mentionner certains des éléments communs entre les rituels des anges et l'iconographie du sabbat, tels que la liberté des pratiques sexuelles des participants, leur beauté, leur jeunesse, ainsi que les versets apocryphes qu'ils récitaient en se livrant à une consommation de pain béni et de vin qui parodiait les rites chrétiens. À ce propos, Robert Muchamblet démontre que l'intensification de la lutte contre les hérésies a amené certains théologiens, dès la fin du XIVe siècle, à opérer une distinction entre les formes dites bénignes de sorcellerie, laissées aux juges séculiers, et celles qu'ils considéraient être des comportements hérétiques en la matière, comme ce fut le cas par exemple pour l'inquisiteur Nicolas Heinrich dans le Manuel des inquisiteurs, publié vers 1375. Aussi, si les momeries des anges s'étaient bornées aux petites plaisanteries au moyen desquelles ils incitaient Zénon à venir les rejoindre, comme, je cite, cette espèce de poupée d'envoûtement entourée d'une mèche blonde sur laquelle un visage et des attributs féminins avaient été maladroitement crayonnés, fin de la citation, leur jeu n'aurait sans doute pas été craint au point où le fut l'adoption de rituels calqués sur le modèle chrétien. De telles pratiques s'avéraient plus effrayantes que ne l'étaient les conversions à la fois anabaptistes ou protestantes, car, comme l'indique l'inquisiteur Nicolas Heinrich, elle supposait l'apostasie, et l'apostasie ouvrait la porte à l'adoration du démon. L'on retrouve pratiquement un raisonnement identique dans l'œuvre noire. Je cite, citation qui est inscrite aussi sur votre exemplier, « Ce qui fit le plus horreur aux scribes qui enregistraient les aveux d'Idélette, une compagne des anges appréhendée pour infanticide, et ensuite au public qui en reçut avidement les échos, ce fut cette consommation de pain béni et de vin volé à l'autel, mangé et bu à la lueur de cierge. Les abominations de la chair semblaient s'aggraver d'on ne savait quel sacrilège. »
Sans entrer davantage dans le détail des procédures juridiques qui distinguent d'une part l'hérésie de la sorcellerie et d'autre part la magie populaire de la pratique érudite des arts occultes, ces deux dernières citations permettent de constater que, plutôt que de voir dans la chasse aux sorcières un moyen de pression grâce auquel l'élite financière, politique et religieuse exerçait un contrôle sur le menu peuple, l'œuvre noire tend à associer le mécanisme de persécution mis en place au XVIe siècle à des éléments constitutifs d'une vision du monde que les dirigeants partageaient en grande partie avec les opprimés. Il convient effectivement de noter qu'en dehors du cadre du procès de sorcellerie, de Zénon, au terme duquel les juges n'ajoutèrent pas officiellement une charge de sorcellerie aux crimes d'athéisme et d'impiété qui lui furent imputés, les lettrés n'en considéraient pour la plupart que Zénon possédait les deux types de savoirs liés à la sorcellerie, au même titre que l'opinion populaire. Je peux citer ici en exemple le procureur de Flandre, qui soupçonnait que l'attachement qu'avait ressenti Feu, le prieur de Cordeliers, envers Zénon pouvait s'expliquer par un maléfice. Les bourgeois de Bâle, qui avaient refusé d'accorder à Zénon une chaire à l'université, effrayés par les bruits qui faisaient de lui un sodomite et un sorcier. L'Italien Ruggieri, homme de confiance de Catherine de Médicis, lequel tenta de convaincre Zénon de mettre les nombreux poisons qu'il le soupçonnait de posséder au service de la reine, réputée empoisonneuse, et sorcière un peu elle-même. Et même le moine Cyprien, qui pria trop tard Zénon de préparer une potion abortive pour Idlette, car il était certain que les poudres et les racines que contenaient les bocaux de Zénon avaient le pouvoir de soulager sa belle. À mon sens, le retour des mêmes topoi au sein de milieux sociaux aussi différents que ne peuvent l'être celui du procureur de Flandre et l'univers rural auquel appartenaient les paysans qui brûlèrent une sorcière accusée de pourrir les blés dans un champ au début du roman, reflète une certaine convergence épistémologique entre l'imaginaire de la sorcellerie tel qu'il s'est construit entre la fin du XIVe et le début du XVIIe siècle et une certaine conception contemporaine de la Renaissance désabusée par les guerres de religion. À cet égard, j'ajouterai pour finir que de nombreux historiens se sont penchés sur les liens entre la résurgence d'une vieille peur du diable qui se constate à cette époque et les violences générées par les luttes contre le protestantisme. Brian Levac et Gary White, qui ont tous deux examiné les liens complexes entre la réforme et les phénomènes de la chasse aux sorcières, mettent notamment en évidence que les menaces politico-religieuses qui pesaient sur l'ordre établi renforcèrent les craintes de subversion morale que représentaient depuis longtemps les esprits dits faibles, généralement féminins, corrompus par Satan, dont le rôle était de répandre le mal sur la terre et d'œuvrer à la destruction de la chrétienté. En effet, des éléments concrets tels que la guerre des paysans, entre 1524 et 1526, et le soulèvement armé des Anabaptistes qui conduisit à la prise de Münster entre 1534 et 1535 semblait valider la théorie d'une conspiration démoniaque et surtout illustrer l'urgence de se livrer à des purges de crainte que l'ensemble des révoltes fomentées par le diable n'éclatent au grand jour. Aussi, si cette vision du monde reposait assurément sur une théologie chrétienne qui accordait une importance cruciale à l'orthodoxie en matière de religion, étant entendu que les préceptes erronés d'une église trompeuse ou séditieuse conduisaient à la damnation éternelle, la charge d'hérésie dépassait les différences doctrinaires qui distinguaient les catholiques des protestants, si bien que les hérétiques, qui inquiétaient au plus haut point les membres les plus conformistes d'une communauté donnée, n'étaient probablement pas ceux qui adhéraient secrètement ou ouvertement à une autre religion que la religion établie, mais bien ceux qui avaient renié la foi en acceptant de nouer un pacte avec le diable. Comme l'a souligné Robert Muchemblé, seuls ces derniers pouvaient instaurer un contre-État qui représentait un renversement total de l'ordre sociopolitique existant. C'est sans doute d'ailleurs ce qui explique pourquoi la sécularisation de la démonologie s'est effectuée de pair avec la constitution de l'État moderne. Tout porte à croire que la sorcellerie représentait tout d'abord un danger politique et non pas religieux. Il est vrai qu'il s'agit là d'une vue que je pourrais nuancer en liant par exemple la peur du diable qui ressurgit dans le dernier quart du XVIe siècle à la violente angoisse que les événements en chaîne qui découlaient de la Réforme avaient provoqué chez les classes dominantes. Il convient néanmoins de souligner que, quelle qu'ait pu être la nature exacte des rapports entre la chasse aux sorcières, laquelle connut une recrudescence importante au moment où Yourcenar situa le procès de Zénon, et les guerres de religion, qui occupent une place fondamentale dans l'économie de l'œuvre, ces derniers n'invalident guère les hypothèses formulées jusqu'ici, à savoir
1. Que la construction des structures psychosociales du XVIe siècle qui s'opère à travers l'œuvre noire est intimement liée à la réactivation d'un imaginaire de la sorcellerie. 2. Que cet imaginaire se base dans une large mesure sur une peur du diable qui poussait aussi bien les élites que les gens du peuple à éliminer les éléments marginaux de leur communauté lorsque ces derniers étaient soupçonnés d'être des agents du malin. Et enfin, 3. Que l'œuvre noire témoigne, à travers la réactivation de cet imaginaire, du fait que l'élimination des membres influents, utiles ou tout simplement appréciés d'une communauté n'était aucunement en rupture avec la logique qui criminalisait l'hétérodoxie en matière de pensée caractéristique de la période renaissante. Merci beaucoup.